à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse. C'est tout à fait réjouissant pour nous de voir l'intérêt que vous portez à notre école et de faire l'effort de venir un samedi nous rencontrer. Nous en sommes très heureux. Nous vous souhaitons... Non, je vous souhaite au nom de toute l'école une très belle année, et particulièrement évidemment à tous les lycéens et lycéennes qui sont là et qui sont dans un moment de leur vie scolaire qui est pas marrant. Hein, c'est le début de Parcoursup. On sait que c'est un moment qui génère beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse. Nous, on va essayer de répondre au maximum à vos questions et justement à vous montrer que il y a plein d'horizons possibles. Il faut vraiment que vous croyiez en vous. Quand on a la tête dans l'année de terminale et dans Parcoursup, on a l'impression que voilà, notre vie va être jouée comme ça sur des clics, sur des écrans. Je peux tout à fait comprendre cette sensation, mais en fait, il y a forcément un débouché pour vous et vous n'êtes qu'au début de toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à vous dans l'enseignement supérieur. Donc, vous allez voir qu'entre aujourd'hui et dans 5 ans, il y a plein de choses qui vont se proposer à vous et vous trouverez forcément votre chemin. Hein. Donc, je vous souhaite en tout cas à toutes et tous beaucoup de courage pour cette année et affronter aussi les épreuves de spécialité qui vont pas tarder, hein, qui arrivent vite. Et je suis évidemment ravie de pouvoir à la fois vous présenter l'école, le concours de première année, et puis de répondre à vos questions. Hein, c'est un peu aussi l'objectif. Je répondrai à un certain nombre de questions en fin de présentation, mais je vous engage aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous rendre dans les différentes salles où vous allez de façon thématique pouvoir rencontrer des interlocuteurs, des étudiants, des enseignants qui répondront de façon plus précise à vos questionnements. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi et comment intégrer Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors évidemment, la marque Sciences Po parle à tout le monde, mais on sait très bien qu'il y a une certaine obscurité quand même sur le fonctionnement de ces Sciences Po en France. C'est pas tout à fait simple de s'y retrouver quand on est élève, mais quand on est parent non plus. Alors évidemment, celui qui vient à l'esprit, le Sciences Po historique, c'est Sciences Po Paris. C'est en effet le plus ancien. C'est le plus grand, c'est celui qui rassemble le plus grand nombre d'étudiants. Je crois que Sciences Po Paris rassemble à lui tout seul autant d'étudiants que tous les autres réunis. Donc c'est un Sciences Po, un institut d'études politiques qui est né, vous le savez, sûrement à la fin du 19e siècle, et qui était le signal voulu par la République de former ces cadres, hein, et de leur donner une formation pluridisciplinaire solide pour pouvoir prendre place dans l'organigramme de l'État. Alors aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Sciences Po Paris n'est plus tout seul, et tout au long du XXe siècle, se sont développés différents Sciences Po en province. C'était aussi le signe de vouloir rendre accessibles ces écoles, qui sont des écoles sélectives et des écoles exigeantes, à la totalité du territoire. Alors, vous voyez ici des petites pastilles qui vous indiquent 3 couleurs. Donc, il y a 3 Sciences Po qui sont un peu en freelance, qui ont leur propre mode de recrutement, qui organisent leur scolarité de façon un peu individuelle. C'est Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble et Sciences Po Bordeaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lien avec eux, on a des très bonnes relations avec eux, mais ils ont des modalités de recrutement et des maquettes pédagogiques qui sont les leurs et sur laquelle ils ont la main de façon un peu autonome. À ceci se sont ajoutés ce qu'on a appelé les Sciences Po du réseau, dont nous faisons partie. Alors, nous sommes le plus jeune de ces Sciences Po du réseau. Nous sommes le petit dernier, donc nous sommes aussi celui qui a le nombre d'étudiants le moins nombreux encore à ce jour, mais qui ne cesse d'augmenter, hein, puisque nous avons aujourd'hui environ 830 étudiants et à horizon 3-4 ans, on passera à 1500. Hein. Tous les ans, on accroît notre capacité d'accueil, ce qui explique aussi les travaux que vous avez vus peut-être un peu sur le campus. Alors, ces Sciences Po du réseau se sont rassemblés dans une volonté commune de proposer un mode de recrutement identique à tous les élèves, à tous les candidats lycéens ou à Bac+1, hein, parce qu'on peut aussi passer le concours à Bac+1, partout en France. C'est un réseau qui entretient de très bonnes relations et qui a pour objectif de
de mettre en commun des expertises, des réflexions pédagogiques. On se voit régulièrement, on se voit tous les ans, et ça explique que quand vous allez passer le concours du réseau, le concours de Sciences Po du réseau, vous passez un seul concours valable pour les 7 Sciences Po du réseau. Ce qui signifie pour vous que si vous vous inscrivez à ce concours, vous allez vous inscrire via Parcoursup dès le 18 janvier, puisque Parcoursup ouvre le 18 janvier, et que vous allez cocher le concours Sciences Po Réseau, qui sera une inscription, un vœu Parcoursup pour les 7 Sciences Po du réseau. D'accord ? C'est une fois admis au concours que vous ferez le choix du Sciences Po dans lequel vous souhaitez suivre votre formation. Alors, bien évidemment, mieux vous serez classé, plus vous aurez de choix pour aller là où vous le souhaitez. D'accord ? Ce vœu n'est pas exclusif des autres, ce qui veut dire que vous pouvez candidater à tous les Sciences Po dans Parcoursup. Vous pouvez candidater au concours du Sciences Po du réseau, donc pour les 7, mais vous pouvez aussi faire une inscription pour Sciences Po Grenoble, qui sera un vœu, qui comptera pour un vœu, une inscription pour Sciences Po Bordeaux qui comptera pour un vœu, et une inscription pour Sciences Po Paris qui comptera pour un vœu. Les modalités de recrutement des autres ne sont pas les mêmes. Nous sommes les seuls à avoir gardé un concours écrit. Les autres Sciences Po, mais ça, vous vous renseignerez si ça vous intéresse, opèrent une sélection de leurs étudiants sur dossier et convoquent à un oral. D'accord ? Donc voilà un petit peu les premières informations sur ces Sciences Po. Donc nous sommes les petits derniers. On a été fondé en 2013. On en est pour l'instant donc à 3 promotions diplômées et c'est une école qui est donc toujours en construction. Nous sommes toujours en réflexion et c'est ce qui est très stimulant dans cette école, c'est qu'il y a en permanence une ambition d'ajuster, d'améliorer, de proposer des enseignements qui tiennent compte à la fois des besoins de la société, qui tiennent compte des remarques aussi que l'on peut noter chez les employeurs de nos étudiants, chez ceux qui sont pour ceux qui sont allés en stage aussi, et puis qui tient compte également de l'adaptation que nous devons avoir aux exigences du monde du travail. Donc c'est toujours une école qui réfléchit sur sa maquette, les autres aussi d'ailleurs, mais en ce qui nous concerne, comme c'est plus récent, eh bien on est amené à vraiment brainstormer de façon extrêmement régulière. Alors, ce qui est indispensable à savoir à l'étape où vous en êtes, c'est que tous les Sciences Po ont en commun une maquette pédagogique qui est extrêmement proche sur ce qu'on appelle le premier cycle. D'accord ? Donc tous les Sciences Po proposent une scolarité en 5 ans. Vous avez ce qu'on appelle le premier cycle qui comporte les 3 premières années, première année, deuxième année et troisième année, et puis ensuite le deuxième cycle qu'on va appeler le cycle master. D'accord ? Alors, autant il va y avoir des spécificités assez marquées au moment du master, autant pour le premier cycle, tous les Sciences Po dispensent à leurs étudiants une formation en sciences sociales qui s'appuie sur des fondamentaux qui sont les mêmes un peu partout. Pourquoi ? Parce que l'objectif de ces Sciences Po, ce n'est pas comme parfois les lycéens nous disent, mais alors c'est juste pour faire de la politique. Non, pas du tout, on va le voir, Sciences Po forme à des carrières, ouvre sur des débouchés qui sont extrêmement variés, mais tient à ce que les premières années, tous les étudiants, on verra tout à l'heure dans une slide un peu plus précise, mais sur laquelle je ne vais pas non plus m'appesantir, mais que dès la première année, on va évidemment vous mettre à niveau et vous former en sociologie, en sciences politiques, en histoire, en droit, en langue également, puisque c'est pour nous évidemment très important que ces enseignements soient appuyés aussi sur une pratique des langues, et vous allez voir un peu comment on la pense ici. Donc ça, c'est une maquette qui est commune à tous les Sciences Po, y compris Paris, c'est la même chose, toutes les premières années étudient ces disciplines, et puis petit à petit, eh bien, on va emmener les étudiants vers une spécialisation, mais par étapes. Pourquoi par étapes ? Parce que précisément, il est intéressant pour des lycéens de candidater à Sciences Po, et c'est aussi pour ça que ça a beaucoup de succès, parce que nous restons une formation pluridisciplinaire au moins pendant les 3 premières années. Ça veut dire que ça laisse le temps, dans un monde où les choses vont quand même assez vite, dans un monde où, vous le savez bien, en tant que lycéen, on vous a quand même demandé assez rapidement aussi,
trop, à mon sens, mais trop vite, de vous déterminer peut-être dès la seconde sur des choix de spécialité, etc. Et qu'il est souvent difficile pour un bon élève d'abandonner des disciplines quand on aime faire beaucoup de choses différentes et qu'on est curieux. Donc, être à Sciences Po dans le premier cycle, c'est justement l'opportunité de pouvoir à la fois continuer à se former en sciences sociales et humaines, et en même temps commencer à réfléchir à son appétence pour des spécialités qui seront proposées plus tard au moment du master. Mais pour que vous puissiez les choisir de façon fluide et de façon sereine, on vous propose, dès la deuxième année, de commencer à vous inscrire dans des cours de pré-spécialisation qui vous engagent pas, mais qui vous permettent de découvrir, en gros, les orientations principales du cycle master. Alors, quelles sont ces orientations principales du cycle master? En fait, c'est ces 5 grands pôles que vous voyez apparaître ici. Il y a un pôle action publique, donc on va proposer, évidemment, tous les Sciences Po proposent ces formations en action publique, donc qui débouchent sur des masters dédiés à l'action publique, donc qui forment au métier de la haute administration, à des postes assez variés. Alors, en ce qui nous concerne, on a un tropisme sur les administrations liées à la sécurité et à la justice, puisqu'on a développé des liens particuliers avec ces formations-là. Donc, ce pôle action publique, ça peut être aussi l'action publique territoriale. Donc, c'est tout ce qui va vous mener à passer des concours, pour faire des carrières dans l'administration. Ça peut être également une spécialisation sur la coopération internationale qui vous pousse à travailler dans les ONG, dans les associations. Ça peut être évidemment aussi toutes les carrières liées aux relations internationales et européennes. Donc on a un pôle aussi qui se dégage assez vite dès la deuxième année de cours qui vous permettent de voir un peu à quoi ça correspond. Et puis vous pouvez aussi aller regarder du côté de la politique culturelle, vers quel type de métier est-ce que vous pourriez vous orienter. Donc on vous propose là aussi des cours dès la deuxième année pour essayer de voir à quoi ça ressemble et de déterminer un petit peu votre profil, et également la communication politique, le marketing, tout ça sont les grandes orientations vers lesquelles, dès la deuxième année, on va vous orienter par le biais de cours à choisir pour que vous puissiez établir votre profil. Ce profil en deuxième année n'est pas figé, puisque vous allez le voir, en troisième année, vous partez une année à l'étranger, et c'est quand vous revenez en quatrième année que vous allez là faire un premier choix de bloc, de grande orientation, qui se précisera ensuite en cinquième année, c'est-à-dire l'année du master. Est-ce que ça va? C'est clair? N'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez. Alors, vous le voyez, au bout de 5 ans, vous êtes diplômé, vous êtes diplômé de fin d'études, diplômé de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui vaut pour un grade master. Et vous allez le voir, je vous reviendrai dessus tout à l'heure, mais en ce qui nous concerne, nous avons la chance de pouvoir double diplômer nos étudiants, puisque nos étudiants de 5e année, quand ils sortent de chez nous, ils sont à la fois diplômés de Sciences Po Saint-Germain, mais ils sont également diplômés d'un master partenaire, puisque nos masters sont adossés, nous sommes adossés sur 2 universités, et donc les masters sont ceux que nous avons avec les partenaires universitaires. Donc ça veut dire qu'il y a une plus-value dans la diplomation de nos étudiants qui est double, à la fois celle d'un Sciences Po et celle d'une université. Alors, je ne vais pas détailler évidemment les cours qu'on vous propose en première année, mais à titre d'exemple, je voudrais essayer de vous montrer à travers cette slide un petit peu notre réflexion pédagogique et puis la façon dont on considère devoir former nos étudiants. Bien évidemment, vous repérez qu'il y a des formats de cours qui sont différents. Il y a les formats auxquels vous vous attendez en entrant dans l'enseignement supérieur, qui sont les fameux cours magistraux qui ont lieu ici, dans cet amphi et dans d'autres, et qui sont donc des cours classiques qu'on a dans le monde universitaire où un professeur expert, spécialiste de son sujet, délivre un contenu et les étudiants sont en position d'écoute. Il y a des interactions, évidemment, il y a des questionnements possibles, mais c'est le cours magistral classique. À ces cours magistraux qui, donc vous le voyez sur les 2 semestres, brassent et couvrent les disciplines fondamentales dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le droit, l'analyse économique, l'histoire, la sociologie, la science politique et la philosophie politique, etc. À ces cours magistraux dans ces grandes disciplines des sciences humaines sont
adossé des conférences de méthode. Alors, qu'est-ce que c'est que des conférences de méthode? On pourrait appeler ça aussi des TD, si vous voulez. Ce sont des cours en petits groupes. Et nous sommes les seuls à les proposer à 15. On a limité les conférences de méthode à 15 étudiants seulement parce que, justement, on veut que ce soit de vraies conférences de méthode, c'est-à-dire des TD où on individualise notre rapport pédagogique à l'étudiant et où on l'accompagne dans la maîtrise des différents exercices techniques et méthodologiques liés à la discipline qui est enseignée. Donc c'est vraiment l'occasion là à la fois d'approfondir des points du cours magistral, mais aussi de retravailler des méthodes qui sont utiles à la fois bien sûr pour les examens et les évaluations, et en même temps pour la formation intellectuelle en général. Alors l'évaluation, elle est à la fois semestrielle, ce qu'on appelle en examen, c'est les fameux partiels de fin de semestre, et elle est aussi en contrôle continu. Alors les partiels, c'est pour les cours magistraux et les grands cours d'ouverture, et puis le contrôle continu, donc différents types d'exercices choisis par les enseignants. Cela porte sur plutôt les groupes de TD. À ces cours magistraux, fondamentaux, on a des cours communs d'ouverture qui sont là aussi des cours en promo tout entière. Donc, vous les voyez ici, où là, on va approfondir un petit peu. Et j'attire votre attention, vous le voyez, sur le fait qu'il y a des petits drapeaux qui accompagnent certains cours parce que ces cours sont en anglais. Parfois, on a aussi des cours en espagnol. Mais ces cours sont en anglais, pourquoi? Parce que nous avons fait le choix, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, d'une réflexion sur les langues. Il est évidemment absolument impératif que quand vous sortez diplômé de Sciences Po, vous ayez une pratique fluide d'une langue étrangère. Ici, l'anglais est obligatoire en langue A. En première langue, si vous voulez. Et on s'est dit qu'il était plus utile à votre niveau de vous baigner, de vous immerger dans un bain linguistique et dans des cours en anglais, plutôt que de refaire des cours spécifiques de langue que vous avez eus durant toute votre scolarité. Donc, on a deux formats pour vous faire travailler les langues, à la fois le cours en anglais sur un thème en anglais, et en même temps ce qu'on appelle des DLE, c'est-à-dire des débats en langues étrangères à 15, où là, vous allez travailler des questions, des sujets, débattre de sujets en anglais, avec un petit groupe et avec évidemment la conduite du professeur qui profite de ces séquences pour justement corriger les points de grammaire, modifier vos fautes, reprendre les fautes éventuelles de conjugaison, etc., etc. C'est-à-dire refaire de la langue, mais de façon pratique. Voilà. Donc c'est la façon dont ici on a décidé d'enseigner l'anglais. C'est pour ça que vous voyez des petits drapeaux qui apparaissent en fonction de certains cours. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les formats qui vous sont proposés. Rajoutez à ça des conférences et des ateliers du diplôme, alors là qui sont pas obligatoires, mais qui vous sont proposés sur un temps. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure rapidement, mais qui est le jeudi après-midi, puisque nous avons fait le choix ici de banaliser le jeudi après-midi, de manière à ce que nos étudiants n'aient pas de cours classiques, mais puissent se consacrer à des activités culturelles, à des activités artistiques, à des activités sportives, parce qu'il nous semble important, et ça c'est aussi une marque de fabrique des Sciences Po, de considérer que l'épanouissement d'un étudiant, c'est certes acquérir un savoir académique, mais c'est pas que ça. C'est aussi avoir du temps pour s'engager, pour suivre des projets, pour s'inscrire dans des associations, pour développer un goût pour l'art, pour visiter des musées, des expositions. Et on vous propose le jeudi après-midi justement tout un tas d'activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, qui vous amènent à sortir des murs, à visiter des expositions. On a des partenariats avec des musées, avec des lieux d'art qui vous permettent justement, en fonction de vos appétences, de vous inscrire dans ces ateliers. Voilà pour la maquette de la première année. En deuxième année, c'est à peu près pareil avec cette pré-spécialisation dont je vous parlais tout à l'heure, sur les différents blocs qui seront ceux des masters, qui vous permettent de les découvrir un petit peu et de voir si votre profil est plutôt celui d'un économiste, celui au contraire d'un juriste, celui qui va plutôt... Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, dans son environnement local et national, je vais aller très vite, mais c'est donc un des 7 du réseau, ça vous l'avez compris. Aujourd'hui, 836 étudiants, mais je vous ai expliqué que c'est amené à croître.
21 personnels administratifs, 2 universités fondatrices, donc sur lesquelles nous sommes adossés. Donc nous sommes une école publique, tous les Sciences Po sont des écoles publiques, nous sommes une école publique, mais nous avons la particularité d'être adossés sur l'université de CY, donc Cergy Paris Université, et l'université de Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay, puisque désormais ça forme un tout, ce qui évidemment, vous comprenez, nous offre un large choix de master et des partenariats qui sont extrêmement stimulants. Des laboratoires de chercheurs sur lesquels je n'insiste pas, qui viendront à terme s'installer aussi sur le campus. Et puis des diplômes particuliers. Je ne vais pas tous les détailler, mais vous avez probablement entendu parler des diplômes que nous proposons en 4e année, qui sont des diplômes qui sont très récents, très nouveaux, et qui sont particulièrement justement recherchés parce qu'ils sont le fruit d'une adaptation à des besoins de nouveaux métiers, des métiers qui peut-être n'existent pas encore d'ailleurs, mais pour lesquels nous sommes en train de former des étudiants. Le fameux diplôme d'analyste en cybersécurité, qui est un diplôme qui est proposé en plus à nos étudiants de 4e année qui souhaitent se former sur ces questions. Et puis le DIREM, le diplôme sur le renseignement et les menaces globales, donc certains connaissent peut-être parce qu'il y a eu une publicité, il y a eu des articles de presse qui l'ont présenté. C'est un diplôme qui est très intéressant, qui est ouvert à nos étudiants, mais aussi aux agents de renseignement qui viennent dans nos murs suivre des cours pour se former en formation continue. Donc voilà, Sciences Po, c'est aussi ça, c'est aussi des partenariats, des diplômes, des écoles partenaires qui peuvent peut-être vous surprendre, mais qui séduisent beaucoup nos étudiants parce que ça leur permet, pour certains d'entre eux, d'orienter leur master vers quelque chose auquel ils n'avaient pas forcément pensé, mais qui les a progressivement intéressés, puisque nous avons un partenariat avec l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, un autre partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et un partenariat avec l'École nationale supérieure du paysage. On propose un master du coup qui s'appelle Jardin, patrimoine et paysage. Donc vous voyez, qui est très précis, mais qui accueille des candidats motivés régulièrement. Et puis un partenariat avec Audencia, qui est une école de management et d'affaires publiques et de communication, et qui est aussi aujourd'hui proposée dès la première année, puisque pour cette année, nous allons pour la première fois ouvrir un concours de recrutement avec Audencia pour proposer une formation en bicéphale sur les 2 écoles. C'est un concours qui n'apparaîtra pas dans Parcoursup et qui se fera par recrutement à base d'un entretien oral et d'une épreuve orale d'histoire. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce diplôme, c'est intéressant d'aller voir la table qu'ils tiennent. Il y a un des représentants d'Audencia qui est là et qui pourra évidemment vous renseigner. Je rentre pas trop dans le détail. Un environnement local, mais un environnement international. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La 3e année est forcément en mobilité internationale. C'est obligatoire. C'est partout vrai dans tous les Sciences Po. Alors à Bordeaux, c'est en 2e année, mais c'est partout vrai. Tous les Sciences Po imposent une mobilité internationale. Pour nous, on souhaite qu'elle soit d'1 an. Parce que ça nous semble important pour 2 raisons. D'abord parce que l'objectif de cette mobilité internationale, c'est de maîtriser une langue. On sait très bien que c'est au bout d'un certain temps qu'on est immergé dans un pays, qu'on suit des cours dans une langue étrangère, qu'on va déclencher des mécanismes d'appropriation qui seront efficaces. Et puis, c'est aussi se donner le temps de la découverte. C'est pas si souvent que ça dans votre vie que vous aurez l'occasion d'aller 1 an expérimenter un autre fonctionnement universitaire, faire des rencontres, etc. Donc 1 an nous semble important. Et donc, on travaille à cette mobilité. Alors, cette mobilité, elle est soit académique, c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que vous allez suivre des cours dans une autre université, des cours que vous choisissez, soit elle est mixte, c'est-à-dire que vous allez faire 6 mois en université, puis un stage de 6 mois dans le pays, dans une institution, dans une entreprise, en fonction des opportunités qu'il y aura. Bien sûr, vous n'êtes pas tout seul pour travailler à ça. Il y a un service dédié ici, il y a un directeur de relations internationales et un service de relations internationales qui vous accompagne tout au long de la 2e année pour commencer à réfléchir à votre mobilité. Cette mobilité, elle peut se faire, vous voyez, à peu près partout dans le monde. Donc, on a mis les universités partenaires
sur cette carte, on a toujours plus de places que de demandes d'étudiants. Donc, toutes les demandes de nos étudiants sont satisfaites. Évidemment, il y a des destinations très demandées. Donc, il y a une petite compétition sur certaines destinations. Mais nous choisissons, tous les Sciences Po font pas ça, d'attribuer les places en mobilité à l'international en fonction de votre projet et pas en fonction d'un classement académique. Parce que il nous semble intéressant que quelqu'un qui ait commencé le japonais, par exemple, dès la première année chez nous, et qui demande une mobilité au Japon et qui a manifesté un intérêt pour le pays et pour la zone, il nous semble intéressant d'appuyer ce projet plutôt que de l'envoyer au Mexique au prétexte qu'il aurait eu un 10e de point de moins que celui qui précède. Voilà. Donc c'est une commission qui statue et on essaye de faire vraiment de la dentelle et d'être le plus près possible des souhaits des étudiants. C'est un peu la marque de fabrique de l'école, hein, je dois vous le dire. On a la chance de connaître bien nos étudiants et d'être très près d'eux, de les accompagner, ce qui nous permet d'individualiser au maximum aussi leur projet de formation. Alors, je vous parlais tout à l'heure des partenariats. Je vais pas tous les décliner parce que ce serait trop long, mais vous avez compris le principe de notre appui sur ces deux universités qui nous orientent vers cité. Et puis, c'est peut-être un peu tôt pour des premières années, même si je sais que des lycéens peut-être déterminent leur choix d'orientation dans un Sciences Po en fonction peut-être des masters qui y sont proposés. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'en 5e année, on peut tout à fait organiser une mobilité des étudiants avec les autres Sciences Po, sauf Sciences Po Paris. Hein, mais parce que Sciences Po Paris ne fait pas partie de ces accords, mais avec les 9 autres, 8 plus, 9 avec nous, on organise une circulation. Un exemple typique, un étudiant de chez nous qui aurait repéré un master qui n'existe pas chez nous, parce qu'évidemment, sinon on va pas le laisser partir, mais un master qui n'existerait pas chez nous et qui serait dispensé à Strasbourg, on va évidemment étudier son projet et l'accompagner dans cette mobilité. Et à l'inverse, on va très certainement accueillir un étudiant d'Aix qui viendra ici pour faire une spécialité qu'il n'a pas à Aix et que nous avons. Donc il y a cette mobilité en 5e année qui est possible. Sinon, de toute façon, vous pouvez candidater à tous les masters qui sont proposés par les universités. Vous êtes accompagné là aussi, hein, dès la 4e année, on vous informe et en 5e année, on vous accompagne aussi dans ces demandes de master. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces masters, donc on va, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important que vous le sachiez, on va pas vous demander de vous décider, dès le premier cycle. On va vous demander d'y réfléchir, mais on va pas vous demander de prendre une décision. On a des étudiants qui très souvent se pensent destinés à des masters juridiques et puis d'un seul coup suivent des cours en 2e année en politique culturelle et se disent mais non, mais finalement ce master-là m'intéresserait bien. Donc on a le temps de la réflexion. Hein. Ça c'est important à savoir. Alors tout ça pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme métier quand on sort de Sciences Po? Je ne pourrais pas là non plus vous faire une liste tellement elle est large. Alors évidemment, si vous me dites que vous voulez être astrophysicien ou chirurgien cardiaque, là, bien sûr, votre place n'est pas tout à fait la bonne ici. Mais en dehors de ça, on a une variété absolument inouïe de métiers. Alors, déjà, de façon très générale, sans rentrer dans le détail des métiers, il y a quelques éléments de réflexion que vous pouvez avoir. Ça peut aussi consolider votre choix. C'est qu'on fait régulièrement des enquêtes sur le taux d'emploi de nos étudiants à 6 mois et à 18 mois. Alors là, on vous a représenté que 18 mois, mais 6 mois, le chiffre est de 86%. Ça veut dire que nos étudiants, une fois qu'ils sortent de Sciences Po, trouvent pour 86% d'entre eux un emploi dans les 6 mois. Alors, ça signe quoi? Ça signe 2 choses. La première chose, c'est que, on le sait, les étudiants de Sciences Po sont aujourd'hui recherchés par les différents employeurs. Ce qui était traditionnel, c'est-à-dire l'administration publique, reste vrai. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est que le secteur privé aujourd'hui recrute de plus en plus des étudiants de Sciences Po.
Vous voyez, on a à peu près 42% de nos étudiants qui entrent dans le secteur privé. Alors, ça peut paraître une évolution tout à fait logique, mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on rentre un petit peu à l'intérieur de l'observation, on s'aperçoit que dans le secteur privé, c'est aussi dans le secteur industriel, par exemple. C'est-à-dire des secteurs qui jusque-là n'étaient pas forcément les prolongements naturels pour des étudiants de Sciences Po. De plus en plus, ils sont recherchés. Pourquoi? Mais parce que ce sont des étudiants qui sont formés de façon efficace à la fois à l'analyse et à la synthèse et qui ont touché, comme vous l'avez vu, à de très nombreuses disciplines des sciences sociales et des sciences humaines. Ça veut dire qu'ils ont une capacité à prendre du recul sur le traitement de l'information, ils ont une capacité à intégrer aussi dans leur réflexion des savoirs qui sont très techniques et en même temps des savoirs qui sont plus généraux, et ça donne une plus-value à leur candidature. Donc ça explique ce chiffre, vous voyez, qui est croissant de l'employabilité de nos étudiants dans des secteurs qui jusque-là étaient pas naturels. Alors ce sera de plus en plus vrai avec les diplômes que je mentionnais tout à l'heure, qui sont des diplômes très très spécifiques, qui ont une dimension technique très importante, que ce soit les diplômes sur le traitement de la donnée numérique, sur le traitement de la cybercriminalité, sur le renseignement et les menaces globales. Tout ça, il y a une dimension qui est à la fois technique et en même temps très généraliste. Et c'est ça aujourd'hui qui plaît aux employeurs. On a aussi une part qui est assez importante, puisque c'est 20% environ de nos étudiants qui font le choix, et ceux-là le font généralement de façon assez précoce, c'est-à-dire que dès la deuxième année, ils ont la possibilité, dans les projets qu'on leur propose, de commencer à s'orienter dans cette direction, et font le choix de travailler dans le domaine de la coopération internationale et humanitaire. Et du coup, on a toute une formation pour les accompagner à ça. Évidemment, leur stage de troisième année, on essaye aussi de le faire coïncider avec ce projet. Et donc, ils ne font pas, eux, une mobilité académique classique, mais on essaye de travailler à une mobilité dans des ONG, par exemple, qui sont partenaires. J'en profite pour vous dire aussi, parce que je ne l'ai pas dit, que la professionnalisation est un axe extrêmement important de la scolarité à Sciences Po à partir du deuxième cycle. Alors, on peut faire des stages dès la première année. Beaucoup d'étudiants de première année font des stages l'été, parce que pour leur CV, pour leurs expériences, c'est très profitable. Et en deuxième année. Mais dès la quatrième année, les stages deviennent obligatoires. Ils font partie de la maquette pédagogique et ils font partie de l'évaluation. En quatrième année, on arrête la scolarité à la fin du mois de février. Et donc, le 1er mars, nos étudiants de quatrième année partent en stage, en entreprise. Et en cinquième année, ils sont également en stage. Ils peuvent être en stage en France, ils peuvent être en stage à l'étranger. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand ils sortent de Sciences Po, ils ont au moins eu 1 an de professionnalisation. D'accord ? Ils ont au moins été en stage pendant 1 an, ce qui évidemment, là aussi, donne à leur CV une nature solide. Voilà donc pour cette insertion professionnelle. Alors pour quel métier ? Là, on va pas tous les détailler, mais vous voyez qu'ils sont extrêmement nombreux au travers de ce nuage de mots et qu'ils nous orientent vers des secteurs d'activité qui sont extrêmement divers en fonction, encore une fois, de votre profil, de vos appétences. Le mot qui apparaît, en gros, c'est directeur. Alors pourquoi ? Ça peut paraître étrange, mais parce que, en fait, en effet, les Sciences Po forment les cadres et forment des cadres dirigeants, soit dans la fonction publique, soit dans des entreprises. Et donc, c'est pas étonnant de retrouver un certain nombre de nos anciens étudiants à des postes de responsabilité dans différents secteurs d'activité. Et c'est pour ça que le mot directeur apparaît en gros. Quel est l'intérêt de venir à Sciences Po Saint-Germain ? Pourquoi nous plutôt que d'autres ? D'abord, je vais être très clair, il y a beaucoup d'autres, je dis ça pour les lycéens qui sont angoissés, Sciences Po, c'est pas la fin du monde si vous l'avez pas.
Il faut être très clair. Il y a plein d'autres orientations en fin de terminale qui sont tout à fait intéressantes et qui peuvent vous mener soit à revenir à Sciences Po à un moment donné, d'ailleurs aussi ça c'est possible, en 4e année par exemple, ou qui peuvent vous mener vers des choses, des carrières qui sont proches et des enseignements qui sont très 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 familiers à ce qu'on fait. Notamment, vous voyez, toutes les licences de sciences politiques que vous allez trouver dans Parcoursup, qui sont très souvent adossées à des licences d'histoire, hein, ces fameuses doubles licences, elles ont énormément de succès. Ce sont des formations universitaires d'excellente qualité, donc n'hésitez pas non plus à y penser. Hein. Le concours de Sciences Po, il est sélectif, donc il faut que vous ayez tous un plan B, c'est absolument indispensable. Et ce plan B n'est absolument pas déshonorant, bien au contraire. Ce sont des formations qui sont tout à fait de qualité, hein, et qui ont tout à fait leur place dans votre réflexion si vous êtes intéressé par le domaine de la science politique, de l'histoire, de l'économie, etc. Les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est la même chose. Mais, bien évidemment, si vous passez Sciences Po, vous allez devoir choisir un campus. Alors là, il y a quelque chose de très intime dans le choix du campus, parce qu'il y aura votre volonté soit de rester à proximité de votre lieu d'origine, de vos parents, de votre famille, soit au contraire, la volonté de tenter un petit peu voilà, d'expérimenter une vie ailleurs en partant dans un Sciences Po de province. Je ne vais pas évidemment vous vanter les mérites des autres écoles, qui sont certains, mais dont je suis pas la meilleure ambassadrice. En revanche, je vais essayer de vous dire pourquoi nous, on pense qu'il y a vraiment des raisons objectifs de nous rejoindre qui peuvent correspondre à certains profils d'étudiants, en particulier d'étudiants qui auraient besoin, et ça me semble important de les considérer, particulièrement après les années que vous venez de vivre, qu'on vient de vivre, mais que les jeunes viennent de vivre, et ils ont beaucoup plus souffert que nous encore, hein, de ces années qui ont été difficiles pour eux. Et en tant que directrice des études, j'ai tous les jours des étudiants dont je sais qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être dans une structure un petit peu familiale. Familiale, c'est un peu un bien grand mot, mais en même temps, une structure quand même très encadrante et humanisée, ce qui est plus simple quand on est moins nombreux que quand on est beaucoup. Et ça peut correspondre à un profil d'étudiant. On a d'autres profils qu'au contraire, d'étudiants qui vont avoir besoin d'être dans une très grosse structure avec 10 000 étudiants autour d'eux pour être noyés dans l'anonymat parce qu'eux, ils ont envie d'expérimenter ça. Mais il faut peut-être saisir aussi la particularité que nous proposons. Alors d'abord, ce beau campus dans lequel vous êtes aujourd'hui, malheureusement, la météo ne vous permet pas de profiter du parc comme ça aurait pu l'être s'il avait fait beau, parce qu'il est vraiment magnifique, ce campus. Alors déjà, les bâtiments, vous les avez vus, qui sont des bâtiments patrimoniaux, hein, c'est la première école normale d'institutrice du département. Donc, il y a un cachet absolument magnifique dans ces locaux, sur les façades extérieures, mais aussi à l'intérieur, d'ailleurs, des bâtiments. Alors, ces bâtiments vont être en travaux, parce que comme on doit accueillir de plus en plus d'étudiants, on va réaménager des salles, mais on va garder, bien évidemment, hein, c'est fait de façon très scrupuleuse avec les architectes des bâtiments de France, etc. Donc tout sera évidemment respecté, mais c'est évidemment, on va moderniser aussi un certain nombre de nos salles. Donc ce campus, il est à 40 minutes de Paris, donc ça c'est aussi intéressant, bien desservi par le RER, et il est à bordure de forêt, ce qui est important pour pas mal de nos étudiants qui pratiquent des activités sportives. On a des grands sportifs, on accueille des grands sportifs, on a un partenariat avec le Stade français, donc on accueille des rugbymen professionnels, et donc évidemment on a aussi une demande, hein, d'étudiants de pouvoir très rapidement être dans la nature. Donc c'est un beau campus avec des bâtiments qui sont amenés à se moderniser, et notamment avec ce qui est prévu d'ici quelques mois, peut-être 2 ans, la sortie d'un magnifique learning center, hein, d'un grand centre de documentation où les étudiants auront toute leur place, une maison des étudiants, enfin tout ça étant lancé, ça génère évidemment des travaux pour le moment. Les autres plus, alors je vais pas tous les reprendre parce que j'en ai déjà mentionné. Il y a ces jeudis après-midi, hein, qui sont banalisés, donc ça c'est quelque chose que je pense qui est intéressant à prendre en compte quand on est lycéen, parce que ça veut dire qu'on ne vous considère pas comme étant seulement un étudiant, élève, mais aussi comme une personne à part entière qui a des besoins d'épanouissement intellectuel, sportif, artistique, culturel, et on essaye de rendre ça viable et de vous proposer aussi des activités dans ces différents domaines
et des sorties. Les conférences, j'en ai parlé, hein, de méthodes par groupe de 15 étudiants. Les langues vivantes en débat, langue étrangère, donc en immersion. Il y a aussi des ateliers débat d'actu que je mène avec les étudiants, tous les étudiants, qui nous permettent de travailler sur nos capacités d'argument, enfin, leur permettent de travailler sur leur capacité d'argumentation, d'écoute mutuelle, de respect, de construction à l'oral d'exposer. Donc tout ça nous motive, ça n'existe pas partout, mais on considère que c'est aussi un volet que nous devons développer et offrir à nos étudiants, que de leur donner la possibilité de prendre le plus possible la parole, mais de travailler à la prendre de façon sereine et de façon construite. Les étudiants occupent une place centrale dans notre institution, c'est voulu, c'est assumé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin d'eux pour continuer à faire ce que je vous disais tout au début de cette séance, c'est-à-dire à construire l'école dans les directions qui seraient les plus pertinentes pour eux. Donc, on les associe à notre réflexion. D'abord, on les écoute. Il y a des temps qui sont réservés à des rencontres avec les étudiants. Alors, les temps qui sont institutionnels, évidemment, dans le cadre des élus étudiants, mais également des temps que nous provoquons pour pouvoir avoir des discussions avec eux sur tous les aspects de leur vie étudiante. Et puis, ils évaluent les enseignements. Donc, tous les enseignements sont évalués et ces évaluations sont reprises chaque année pour pouvoir ajuster, adapter ce qui n'irait pas, ce qui conviendrait de modifier. Et c'est pas juste proclamatoire, hein. Quand je vous dis qu'on met les étudiants ensemble, c'est vraiment qu'on essaye d'avoir un lien très serré avec eux, finalement, dans la construction de l'école. Et puis, la vie associative, on l'appuie au maximum parce qu'on considère qu'évidemment, quand on est étudiant à Sciences Po, la vie associative, c'est important. Et il faut pouvoir y participer. Les stages, j'en ai parlé. La pédagogie par projet, je vous en ai un petit peu parlé au moment de la deuxième année, hein, où on va proposer des projets sur toute l'année à des étudiants. Alors, ce sont des projets qui sont très diversifiés, qui peuvent être des projets monter son entreprise, ou ça peut être une enquête de terrain en sociologie dans les prisons. Cette année, c'est sur la scolarisation en prison. Ça peut être, moi j'en anime un sur la réalisation d'un produit numérique sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc c'est à la fois de la recherche et puis de l'histoire, et en même temps de l'enquête et de la restitution de ressources. Il y a des projets, un projet de simulation de discussion à l'OTAN. Enfin, vous voyez, il y a des choses extrêmement différentes pour que chacun puisse y trouver quelque chose qui le motive. Sur les jeudis après-midi, j'en ai déjà parlé, donc vous les voyez ici, avec un franc succès pour les visites des musées, hein. On a un programme Arts et Humanité qui est décliné sur toute la scolarité pour les étudiants qui le souhaitent, et qui permet justement à des étudiants ensuite de se spécialiser en master dans des masters liés aux politiques culturelles, par exemple. La vie associative, alors là encore, on ne va pas être exhaustif, mais être étudiant à Sciences Po, c'est s'engager. S'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de porter un projet. Ça peut être un projet humanitaire, ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet de tutorat, ça peut être un engagement militant. Tout ça, hein, donc, se décline dans différentes associations qui sont de nature très diverse, auxquelles les étudiants sont fortement conviés de participer, s'ils le souhaitent. Et ça donne lieu à des événements, et ces événements, eh bien, ça soude une communauté étudiante, hein, qui se réunit régulièrement sur le campus. Ces étudiants sont soudés aussi par des valeurs. Hein, nous tenons absolument à ce que ces valeurs soient inscrites dans une charte, et cette charte n'est pas simplement une proclamation, elle est déclinée dans le règlement intérieur, elle donne lieu à des dispositions précises dans le règlement intérieur pour faire vivre ces valeurs. Ces valeurs sont pas très étonnantes, hein, évidemment elles sont simples. D'abord, promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations, et ça on le décline avec un certain nombre de propositions que l'on fait aux étudiants. Prévenir le harcèlement et les violences. Là aussi, nous sommes extrêmement vigilants. On a des cellules de veille et on fait en sorte que les étudiants se sentent bien sur ce campus. On a
il est vrai pas beaucoup de problèmes, hein, très, très sincèrement. Mais en tout cas, on est de toute façon extrêmement vigilants. Il y a eu un contexte général en France sur les Sciences Po, dont vous avez certainement entendu parler, qui nous a amené à réfléchir pour exercer encore mieux notre rôle d'encadrement et de veille pour que chacun des étudiants et des étudiantes et chacune des étudiantes se sente bien. Et puis, garantir la liberté d'expression, évidemment, dans un climat de respect mutuel que nous travaillons tout le temps. Alors, pour la démocratisation, je ne rentre pas dans les détails, mais nous avons un programme qui nous a liés à 61 lycées partenaires dans lesquels nous intervenons, nos étudiants interviennent pour pouvoir aider à lutter contre justement le sentiment d'autocensure, d'illégitimité et donner à des étudiants, à des lycéens de collège ou des lycées défavorisés, ou dits défavorisés, le sentiment qu'ils sont, et pas que le sentiment, la réalité de leur légitimité à être avec nous et à préparer les concours s'ils le souhaitent, ou tout simplement à se performer pour l'enseignement supérieur et à oser dépasser peut-être des frontières mentales qu'ils s'étaient imposées. Alors, comment on arrive là ? On arrive là par un concours. Et c'est évidemment ce qui vous, je pense, questionne le plus aujourd'hui. Vous avez déjà forcément eu beaucoup d'informations, soit parce que les lycées vous en ont donné, soit parce que vous avez participé à des webinaires que j'ai animés ou des visites de lycée. Vous savez tous la date, donc ça sera le 22 avril 2003, c'est un samedi. Je vous engage tout de suite, je dis ça aux parents surtout, pour les lycéens qui sont décidés, voilà, pour lesquels c'est sûr, ils veulent passer ce concours, eh bien, dès l'ouverture de Parcoursup, inscrivez-vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous aurons un centre d'examen pour les franciliens qui est à Rungis. Il y a certes beaucoup de places, mais nous sommes aussi le centre d'examen le plus demandé, puisque c'est là où il y a le plus de candidats. On ne peut pas garantir à 100% les places à Rungis pour tout le monde jusqu'au dernier moment. Donc, plus vite vous êtes inscrit, plus on peut vous garantir de passer le concours à Rungis, ce qui vous évite d'être dérouté sur Rennes ou Strasbourg ou Lille, qui génère un coût, qui génère de l'angoisse, etc. Donc, si vous êtes décidé, c'est un petit conseil technique, procédez à l'inscription tout de suite. Comme ça, nous, on sait que votre nom est inscrit et donc vous êtes dans le volume d'étudiants, de lycéens qui seront convoqués à Rungis. Donc ça commence le 18 janvier, mais ça, vos profs principaux de terminale vous ont évidemment déjà tout expliqué sur Parcoursup, j'imagine. Trois épreuves écrites et anonymes. Ces épreuves, vous les connaissez. Une épreuve de questions contemporaines qui est probablement la plus déroutante pour vous parce qu'elle ne s'appuie pas sur une discipline spécifique, mais qu'elle est au contraire au carrefour de plusieurs enseignements. La philosophie, les lettres, l'histoire, l'économie. Alors, c'est une dissertation en 3 heures, coefficient 3, sur une thématique à préparer, ou 2 thématiques à préparer. Les 2 sont à préparer parce que le sujet peut coupler les 2. Ou de toute façon, les 2 sujets peuvent porter sur la même thématique. 2 thématiques à préparer, la peur et l'alimentation. D'accord ? L'alimentation, c'est la nouvelle question. Elle restera l'année prochaine et la peur sortira. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Une dissertation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une argumentation construite, problématisée, ça vous le savez, articulée par un plan, qui mettent en œuvre des réflexions, mais personnelles. J'insiste beaucoup là-dessus. On n'attend pas quelque chose de formaté. On attend de vous que vous soyez capable de répondre à une question sur la peur, sur l'alimentation ou sur les 2 en même temps, en mobilisant vos propres connaissances, qui peuvent être des connaissances académiques, livresques, et on vous conseille une bibliographie sur le réseau SCPO. Alors évidemment, il faut la lire, mais pas seulement. Ça peut être aussi les films que vous avez vus, les situations que vous avez connues, l'actualité que vous avez repérée dans tel ou tel espace mondial. Donc vraiment une réflexion qui est personnelle, d'accord ? Bien écrite, bien évidemment, et il faut tenir le temps des 3 heures. Une deuxième épreuve qui est beaucoup plus simple parce qu'elle est adossée à ce que vous faites tous les jours au lycée, c'est l'épreuve d'histoire, une étude de documents. Donc les études de documents, vous savez les faire depuis la seconde, on vous apprend à les faire, sur le programme de tronc commun de terminale. Donc là, vous n'avez pas à réviser quelque chose de plus, puisque ce que vous faites pour le tronc commun de terminale est valable pour l'épreuve.
D'accord? Donc, étude de documents avec évidemment capacité, comme vous le savez, à faire parler des documents, à les articuler à vos connaissances, à construire une réponse structurée pour faire parler le ou les deux documents qui seront proposés. Et puis, alors ça, c'est coefficient 3 aussi, mais ça dure que 2 heures. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve de langue, une épreuve qui va très vite, qui est un peu redoutée par les lycéens parce que c'est vrai que c'est rapide, c'est 1 heure. Et en 1 heure, on va tester 2 compétences linguistiques. On va tester le fait que vous comprenez un document, un texte qui est souvent de nature journalistique, mais on va également tester votre capacité à rédiger un petit essai. Donc, il y a les 2 opérations intellectuelles à faire en 1 heure, donc ça va vite. Il faut s'y entraîner. De toute façon. Alors, il n'est pas trop tard. Si vous décidez de passer le concours, c'est pas trop tard pour vous y mettre. Mais alors là, vraiment, c'est maintenant. C'est pas dans 15 jours. C'est maintenant. Et l'entraînement, ça doit être un entraînement qui fait partie de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans y consacrer 4 heures par jour, mais saisir toutes les opportunités de lecture pour les relier à ce que vous avez dans la tête. Tiens, j'écoute telle information, mais oui, ça m'évoque que la peur, la sécurité alimentaire. Tiens, mais ça, je pourrais l'utiliser. Il faut que vous mettiez votre cerveau en mode je passe ce concours et je réfléchis sur ces questions-là. En vous faisant plaisir. C'est très important de se faire plaisir. Faites-vous plaisir dans la préparation. C'est un plus. Parce que même si vous n'avez pas le concours, qui est sélectif, on va pas se mentir, il est sélectif parce qu'il y a beaucoup de monde. Il n'est pas sélectif parce qu'il est inaccessible en termes de contenu. Il est sélectif parce qu'il y a beaucoup de monde. Même si vous ne l'avez pas, ça sera du plus. Ça sera du bonus. Vous allez voir, vous allez développer une agilité intellectuelle, vous allez développer de la curiosité, vous allez vous former pour l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment que du plus, si vous le faites avec plaisir. Mais il faut que ce soit évidemment avec plaisir. J'ajoute un dernier conseil. Vos enseignants du secondaire, vos enseignants de terminale sont des alliés dans la préparation. Alors, certains d'entre vous ont des ateliers dans leur lycée qui préparent au concours. Donc, c'est parfait. Fréquentez-les, c'est très bien. Voilà. Parfois, ça n'existe pas dans les lycées. N'hésitez pas à aller voir vos profs. N'hésitez pas à aller voir vos profs de philo, vos profs d'histoire. On est toujours content, quand on est prof en terminale, d'avoir des élèves qui préparent des concours. Et on est content qu'ils viennent nous solliciter pour nous demander de l'aide. Donc, monsieur, madame, j'ai fait cette disserte. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que je devrais améliorer en termes de méthode? Qu'est-ce que vous pensez de cette lecture? Est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller? Voilà, n'hésitez pas à aller les voir et à travailler évidemment avec eux. Alors, travaillez très régulièrement, ça c'est très important. D'ores et déjà, mettez dans votre planning de la semaine un moment dédié à la préparation du concours. Il faut absolument pas laisser passer 3 semaines en vous disant oui, je verrai de temps en temps. Il faut qu'il y ait une régularité. Commencez par avoir le site Réseau SCPO sur lequel vous allez trouver une bibliographie et une filmographie qui va vous lancer dans la réflexion sur ces questions. D'accord? Certains ont besoin de prépa pour les encadrer. Bon, pourquoi pas? On a, nous, une prépa avec laquelle on travaille, qui est la prépa Tremplin, qui tient une table, donc vous pourrez aller la voir. On aime bien travailler avec eux parce qu'ils comprennent bien comment fonctionne le concours, ils connaissent bien les épreuves, ils ont des prix qui sont raisonnables aussi, ça joue. Mais j'ajoute une chose importante, il n'est pas indispensable d'avoir une prépa pour réussir le concours. On a plein d'étudiants ici qui ont eu le concours sans passer par des prépas. C'est pas obligatoire. Si vous avez une capacité d'organisation et que vous êtes très motivé, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait accessible. D'accord ? Voilà pour ce concours. Alors, vous voyez qu'à la marge, on rajoutera la moyenne de vos notes de langue A et B de terminale, coefficienté 0,5, et on prendra la moyenne de vos 2 notes de spécialité que vous allez passer au mois de mars, et on les coefficientera 1. Donc, vous voyez que c'est très à la marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte votre dossier scolaire. Ça n'intervient pas. C'est le concours qui va vous déclarer admis ou pas. C'est pas le dossier scolaire. Donc, c'est pas la peine de faire des lettres de motivation et je sais pas quoi dans Parcoursup que certains vous demandent d'ailleurs. Nous, on n'en a pas besoin. C'est vraiment le concours et la prise en compte de ces résultats-là. Dernière précision, il n'y a aucune spécialité requise. Si parmi vous, certains font la spécialité NSI et physique, et qu'ils ont envie de passer ce concours parce que finalement, ils décident que, mais vous êtes les bienvenus. Alors évidemment, c'est pas les spécialités les plus en phase avec ce que nous travaillons, mais ça veut pas du tout dire que c'est rédhibitoire. Pas du tout. Donc là-dessus, les choses sont claires.
Et puis donc le nouveau diplôme pour terminer dont je vous parlais, mais je vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce bachelor politique publique et management des organisations qui est donc coporté par Audencia et nous, puisque vous avez une table Audencia qui est dédiée dans la salle et que vous pourrez rencontrer pour leur poser toutes les questions. Juste, j'insiste sur le fait que là, on n'est pas sur un recrutement par le concours commun, hein, c'est un recrutement particulier à l'oral. Des épreuves orales qui ont lieu en avril 2023. Les inscriptions ont commencé et les jurys d'admission seront prononcés en mai. Mai ou juin? Mais l'enseignement sera sur 2 sites, ici et je sais pas où dans Paris, mais j'ai pas retenu, je crois que c'est Saint-Ouen, hein, c'est ça. Saint-Ouen pour le site d'Audencia. Mais là, bon, comme c'est quand même très spécifique, je pense que le mieux, c'est d'aller vous renseigner. Alors, j'ai tenu, je crois, non, j'ai un peu dépassé, mais je reste à votre disposition pour des questions, si vous le souhaitez, pendant les petites 10 minutes qui nous restent. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver, encore une fois, hein, dans les salles dédiées, où là, de façon plus individuelle, nos étudiants, que je remercie vraiment beaucoup, parce qu'on a la chance vraiment d'avoir des super étudiants. Vous l'avez peut-être remarqué, ils sont très nombreux, ils sont présents, ils sont contents d'être là et ils font un travail d'accompagnement de l'école qui est tout à fait remarquable. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je réponds à vos questions. Oui, madame. Alors, je vais avoir peut-être du mal à vous entendre. Ah, d'accord. Bonjour. Moi, je voudrais savoir quel délai on a entre l'annonce des résultats, comme quoi on a bien eu le concours, et l'annonce et le résultat qui vous dit, vu vos points, vous avez droit à aller dans tel ou tel Sciences Po qui fait partie du réseau. Quel est le temps? Parce que je sais que sur Parcoursup, quand un organisme de formation vous dit « OK, vous êtes accepté », on a 5 jours pour infirmer ou valider la proposition d'acceptation. Et comment se fait Comment tout se goupille, tout s'organise entre ce vœu-là qui est un peu particulier parce qu'il est lié à un concours, à l'obtention d'un concours, et un vœu classique en faculté? Alors, je crois qu'il faut dissocier les deux choses, justement. Vous avez la réponse Parcoursup, j'accepte le concours. En fait, ce que vous répondez à Parcoursup, c'est pas j'accepte Lille, Bordeaux, machin. Vous acceptez le concours. Et ensuite, votre rang est communiqué immédiatement et ça vous donne tout de suite. Vous allez rapidement voir sur quel campus vous pouvez sur quel Sciences Po vous pouvez candidater. Et à ce moment-là, vous allez répondre directement aux Sciences Po. Il y aura, en fait, les résultats l'opération de résultat est dissociée entre Parcoursup et les écoles. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel est le profil des étudiants qui rentrent chez vous, c'est-à-dire l'origine géographique et aussi la proportion entre garçons et filles. Oui. Et d'autres critères que vous auriez en tête qui peuvent être intéressants pour décrire le profil. Tout à fait. Ouais, merci. C'est une très bonne question, j'ai oublié d'en parler. Alors, vous avez compris que c'est un concours national, donc on a la chance, parce que moi je trouve que c'est une grande chance, d'avoir beaucoup d'étudiants qui viennent de province. Ici, et beaucoup d'étudiants ultramarins. On a des étudiants qui viennent de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, des Antilles, de la Réunion, voilà. Le profil est donc très diversifié en termes géographiques, il est aussi très diversifié en termes sociaux, et on y tient beaucoup. On a environ 30%, entre 25 et 30% de boursiers, et on est très content parce que on pense justement aussi que on doit travailler à cette représentation de la société française. Là où on est moins diversifié, enfin, ça c'est difficile de l'être au-delà de deux genres, mais c'est très féminin. C'est un Sciences Po où il y a beaucoup de filles. Alors, il y a des garçons aussi, mais on a une proportion de filles qui est assez importante. Et donc, c'est vrai que... mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Hein, d'après ce que je comprends, c'est vrai dans beaucoup de formations du supérieur. Voilà. Alors, le profil après, c'est vrai que ce sont souvent, du point de vue des parcours scolaires, ce sont de bons élèves. Sont de très bons élèves, excellents élèves ou bons élèves, parce qu'on a aussi des élèves qui sont très malins, qui sont très curieux, qui n'étaient pas des foudres de guerre au lycée, donc qui s'assuraient une note tout à fait honorable, mais sans être sans être explosive, mais qui par contre se sont ultra motivés pour le concours et qui ont performé au concours. Donc ça, on a aussi ces profils-là. Souvent, majoritairement,
Ce sont des élèves qui ont fait des spécialités. Donc là, on a le recul parce que l'année dernière, on avait les premières spécialités. Souvent, ce sont des spécialités AGGSP, SES, anglais, HLP. Mais, et ça c'est très nouveau, on a beaucoup d'élèves qui avaient la spécialité maths et qui veulent la garder. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert des groupes de maths supplémentaires, parce que notamment tous ceux qui veulent faire de l'éco, vous savez très bien que les études d'économie sont souvent très modélisées et qu'il y a un outil mathématique qui est très important. Donc on propose un enseignement en maths à ces élèves-là. Mais c'est vrai qu'ils ont ce profil quand même d'élèves qui sont versés, on va dire, vers les sciences humaines. Hein. On n'a pas beaucoup d'élèves qui ont fait physique et NSI, quoi. L'exemple que je prenais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Sauf pour le double diplôme, où là, c'est autre chose, sur les data et humanité numérique, où là, effectivement, le double diplôme avec l'école d'ingénieurs de CY, là, c'est particulier, mais c'est vraiment très particulier. Oui. Il n'y a plus de micro ? Ouais, mais... Enfin... Oui, deux choses. La première, est-ce que le slide que vous avez, on peut le retrouver quelque part ? Oui, il sera sur le site. Il n'y a aucun problème, vous pourrez le retrouver sur le site. Et ma deuxième question, c'est pour le concours. Est-ce que ça va toujours être la même chose, donc une question contemporaine, une question d'histoire et une question de langue vivante ? Toujours. Enfin, toujours, jusqu'à ce que... Enfin, ça dépend jusqu'à quand vous me demandez. Je m'engage pour cette année, pour 2023. Et 2024, probablement aussi. Maintenant, je vais me demander si en 2038, ça sera toujours la même architecture. Peut-être pas. Peut-être qu'on aura changé d'avis. Peut-être qu'on recrutera différemment. Je ne peux pas m'engager sur si longtemps. Mais sur les 2 prochaines années, oui. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes en première ? C'est bien dès la première, vous mettre en... Bonjour, je me posais la question, quels sont les prérequis et les modalités d'admission pour les diplômes un petit peu particuliers, comme par exemple influence et plaidoyer, s'il vous plaît ? Alors ça, c'est pas tout de suite. Hein. Ça, c'est vraiment quand vous serez en 4e année. Donc ça va dépendre des blocs que vous aurez choisis, du profil que vous vous serez construit et des résultats que vous aurez obtenus sur les 3 premières années. Hein. Mais aujourd'hui, sur la première année, c'est beaucoup trop tôt en fait pour définir un profil. C'est plus une question d'appétence, quoi, hein, et de construction de projet. Oui, alors 2 questions là. Merci Maxime. Je voulais juste savoir s'il y avait un thème particulier pour la question d'anglais pour le concours. Pas du tout. C'est généralement un article de presse. Donc évidemment, c'est souvent en lien avec l'actualité. Mais il n'y a pas de thème dédié. Hein. Pour le déconnecter des thèmes des thèmes peur et alimentation, il n'y a pas d'obligation à ce que ça porte là-dessus. Bonjour. Concernant la question contemporaine pour 2024, j'aimerais savoir à partir de quand on pourra connaître le 2e thème, s'il vous plaît. Alors, traditionnellement, le 2e thème est dévoilé après la fin du concours de l'année en cours. Donc, il me semble que cette année, on a connu, ça doit être début juillet, hein, peut-être mi-juillet ou plus tard, hein, où c'est annoncé officiellement. Voilà, sur le site, c'est inscrit. Mais généralement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça tourne très vite. Hein, très, très vite, c'est annoncé par les lycéens eux-mêmes. Alors, l'alimentation restera, hein, puisque c'est rentré cette année. Bonjour, je voulais savoir, pour intégrer la 4e année, en prenant par exemple la spécialisation avec art et culture, est-ce que il faut des prérequis précis? Et si on fait quelque chose qui n'a rien à voir avant, est-ce qu'on peut tout de même tenter sa chance ou pas? Oui. En fait, quand vous rentrez en 4e année, vous rentrez en 4e année de Sciences Po. Vous ne rentrez pas en 4e année de quelque chose de précis, même si ça va être le cas. Vous allez choisir ensuite des spécialités. Mais le concours se fait sur une entrée en 4e année. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous que vous puissiez justifier du nombre de CTS. Pour la 4e année, il faut 180 ECTS. Mais on a
une formule un peu hybride entre les deux qui s'appelle l'API, l'année préparatoire intégrée. Vous allez avoir une conférence dédiée, je crois. Cette année préparatoire intégrée, en fait, elle est destinée à des étudiants qui auraient fait une classe prépa, donc typiquement Hippocagne et Cagne, qui auraient 120 ECTS, qui auraient, quand ils étaient en terminale, passé déjà Sciences Po et qui l'auraient raté, mais qui, du coup, auraient fait 2 années de prépa et se seraient dit, bah, tiens, ça va m'en reformer à passer le concours que je vais retenter, mais sous une autre forme. Alors, souvent, ce que font les étudiants, c'est qu'ils font une année d'Hippocagne et à la fin de l'Hippocagne, ils repassent le concours de première année. Et on a pas mal d'étudiants qui l'ont, donc à Bac plus 1. Mais à Bac plus 2, du coup, sortant des classes prépa, soit lettres supérieures, soit économie, les classes prépa économiques, au bout de 2 ans, vous avez 120 ECTS et vous pouvez prétendre à être recruté par le concours via les années préparatoires intégrées. Alors, ce sont des formations, des formats un peu hybrides. Ces étudiants, donc, on les fait rentrer entre ce qui est la 2e et la 3e année. En fait, de septembre à décembre, on va les mettre à niveau sur les disciplines sociologie, droit, parce que par exemple en Hippocagne, ils font pas de sociaux et ils font pas de droit, ils font pas d'éco. Donc on va leur faire de la sociologie, du droit, de l'éco, etc. Généralement, ce sont de très bons étudiants, hein, évidemment. Et en mois de décembre, ils partent à l'étranger. De sorte que eux font leur mobilité internationale de décembre jusqu'à août, septembre même d'ailleurs. Et quand ils rentrent en septembre, s'ils veulent, septembre, ils peuvent rester jusqu'en septembre s'ils veulent. Quand ils rentrent en septembre, ils rentrent en 4e année. Donc, on leur a fait faire en fait une sorte d'année mélangeant la 2e et la 3e année en une seule année pour pas qu'ils perdent trop de temps. Et du coup, ils rejoignent les 4e années. C'est ce qu'on appelle l'année préparatoire intégrée. Voilà. On peut passer directement en 4e année, pas obligé de. Alors, vous pouvez aussi passer directement en 4e année si vous avez 180 ECTS. Mais quand vous sortez de classe prépa, vous n'avez pas 180 ECTS. Par contre, si vous avez fait une licence complète dans une université, on a tous les ans des étudiants qui ont 180 ECTS ou qui ont cubé leur Cagne ou leur 2e année de prépa et là, qui ont leurs 180 ECTS. Vous voyez ? On n'est pas obligé de sortir de faculté. On peut avoir fait quelque chose de lié aux arts appliqués, par exemple. Oui, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez candidater. Après, c'est vrai que c'est une procédure qui est sélective. Hein, on a beaucoup de demandes de dossiers. Il n'y a que 25 places. Donc, évidemment, ce n'est pas un recrutement très, très large. Mais bien sûr, vous pouvez candidater. D'accord. Ben, s'il n'y a pas d'autres... Si, il y a une autre question. Et je reste à votre disposition cet après-midi dans la salle dédiée. Bonjour. Oui. Pour la 2e année, pour les cours de spécialisation, est-ce qu'on aura l'opportunité d'y assister à toutes ou est-ce qu'il faudra choisir? Non, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas assister à tout parce qu'il y a 4 blocs avec 6 cours dans chaque bloc, donc ça fait beaucoup trop de cours. Donc vous allez choisir. On vous laisse la possibilité de choisir 3 cours dans un bloc, par exemple, et puis 1 dans un autre bloc, pour voir ce que c'est. Donc, par exemple, vous prenez 3 cours dans le bloc questions juridiques, et puis vous allez prendre un cours dans questions internationales et européennes, par exemple. D'accord. Et si jamais on se rend compte que ça ne nous plaît pas ou qu'on aimerait changer en cours d'année, Alors, en cours d'année, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer en cours d'année parce que vous êtes inscrite au cours, donc il faut aller au bout du cours. Mais par contre, ça ne détermine pas votre inscription ensuite en master. C'est-à-dire que ensuite, vous partez à l'étranger, et quand vous venez en 4e année, là, vous pouvez tout à fait vous choisir la spécialité qui vous conviendra, qui n'est pas celle que vous aurez suivie en 2e année. D'accord, merci. C'est justement fait pour ça, en fait. C'est pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a 2 autres questions. Oui, bonjour, j'ai 2 questions. Une super simple, ça concerne le stage. Vous n'avez pas parlé de l'année de césure, comme ça peut se passer dans d'autres Sciences Po. Ça existe. Ok. Oui, oui. Et la deuxième question, elle est plus large. Vous n'avez pas mentionné dans les cours tout ce qui est transition écologique. Je fais référence au Shift Project, par exemple. Mais c'est absolument essentiel. En fait, on le décline de plusieurs façons. Il y a ce cours de transition écologique qui court sur les 5 années, puisque c'est ce qu'on appelle une conférence du diplôme. Donc, ça veut dire que tous les ans, les étudiants assistent à des conférences liées aux questions environnementales qui sont évaluées. Ensuite, vous avez des projets liés aux questions environnementales et écologiques dans les fameux projets collectifs encadrés de 2e année. Et puis ensuite, bien sûr, ils peuvent aussi candidater pour des masters sur des questions environnementales dans d'autres espaces, bien sûr. Et c'est aussi un engagement très fort de nos étudiants dans le cadre associatif. Par exemple, pendant le confinement, nos étudiants ont utilisé à profit ce temps pour réaliser un livre blanc
Et ils sont en train d'essayer de travailler à mesurer l'empreinte écologique sur le campus pour que nous puissions adapter en conséquence des résultats des mesures qui conviennent. On a déjà commencé à le faire, hein, on a déjà supprimé le plastique, etc. Mais c'est tout à fait important, bien sûr. On en fait encore combien? Je pense qu'on va prendre la dernière question. Merci. Avec plaisir. Merci. Quel honneur. Si on se présente au concours Bac plus 1, vous regardez quoi comme note? Alors, ça sera vos notes de terminale. Alors, de la même façon. On ne regardera pas les notes de prépa. Si vous êtes en prépa, vous n'êtes peut-être pas en prépa d'ailleurs, vous êtes peut-être à la non, moi je suis en licence. En licence, oui. Non, on regardera vos notes de terminale. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Ah, il y avait une dernière question, je la prends. Je ne devrais frustrer personne. Bonjour, merci. C'est très rapide. C'était pour savoir si les professeurs qui assurent les cours en anglais en immersion sont des natifs anglophones ou pas. Une grande partie. Une grande partie sont des anglophones. Ouais. Merci. Merci beaucoup à tous pour votre présence et bonne fin de journée.